numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le nez où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. Tu as une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyango aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son off-eye au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerouniens de l'heure, on critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et comme ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. On gagne de York Smile, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien bête qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave? Tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi qui sur le monde de la vie, je fais quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, et un chantier, beaucoup de meubles. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Dans eux un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos, n'a qu'à le faire. Je ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Je ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Je m'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'argent, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelle le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il me crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les qui fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Les gens qui mettent leur bouche dans les histoires de Camerounais et des Ivoiriens
Voilà une vidéo des Camerounais et les Ivoiriens. C'est pour vous dire qu'il ne faut jamais entrer dans les histoires de Camerounais et des Ivoiriens. Ils sont comme mari et femme. Ils luttent aujourd'hui. Demain, ils font la paix. Bon, je vais un peu vous lire l'histoire de Yetna Liba. On commence par ça. Vous savez que on nous a enseigné que Yetna Liba, c'était le plus grand maquisard. Le chasseur s'arroge toujours le bon rôle. Un vrai pan de l'histoire du Cameroun. Ce qu'on ne nous a jamais... Ce qu'on nous a caché de Yetna Liba. J'ai voulu attendre ta réponse avant de réagir car elle seule pouvait me permettre d'évaluer le volume de la tâche à laquelle tu m'invites. Déjà, je suis triste que toi-même tu parles de notre ancêtre comme des anciens maquisards et que tu comptes aussi ton grand-père dans le nombre. Si même ton grand-père vous a toujours présenté Yetna Liba comme un grand assassin, cela montre que le véritable assassin a semé la division même parmi les frères. Moi, je me rappelle, mon père nous racontait, quand tu partais à Douala, là, tu prenais le train, tu entrais dans le tunnel, tu prononçais seulement le nom, Yetna Liba. Ta tête, on tranchait ta tête. Moi, c'est l'histoire, moi j'ai grandi avec ça. Yetna Liba, dès que tu prononces le nom, Yetna Liba, ta tête tranchait dans le tunnel. La tâche à laquelle tu m'invites est immense et surmontable dans la limite de l'espace dont nous disposons et dans la limite du temps que j'ai devant moi. Parler juste de l'individu Yetna Liba, c'est mal aborder le problème. Nous sommes ici face à une véritable question d'histoire. On nous disait à l'école primaire que l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits, dont il faudrait faire recours à quelques écrits pour satisfaire ta curiosité. L'histoire, ce sont des événements dans le temps et dans l'espace. Il y a donc un contexte dans lequel se passe un certain nombre d'événements. Il y a ces événements.
il y a des événements et les dates auxquelles se sont produits ces événements. Tu vois donc que pour le contexte des événements, il est temps, tu m'envoies t'écrire un livre de plus de 400 pages. Sur rien que l'histoire, pas du Cameroun, mais d'une partie du Cameroun. La résistance du peuple Bassa pendant la colonisation du Cameroun, persécution et domination occidentale de 1950 à 1975, rectificatif de 1916 à 1950, de 1916 à 1975. Travail de titan, dont je ne te donnerai que quelques repères. La période 1950-1958, le Cameroun est sous domination française en principe. Ce n'est pas la colonisation, mais la France se comporte comme un colon devant le regard approbateur des Nations Unies. Elle écrase la civilisation locale et spolie le pays. Des velléités de résistance naissent et sont conduites particulièrement par les peuples Bassa et Bamileke. La France utilise tous les moyens pour mater la résistance du peuple Bassa, qui est par ailleurs mineur du mouvement dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. La France tue, égorge, massacre, élimine les Bassa dans leurs villages, même, et procède à de très nombreux enterrements dans des fosses communes. La France utilise les arrestations et remplit de résistants Bassa les prisons du Cameroun, même très loin du département de la Grande Sanaga maritime, qui comprend l'Union Ekele à l'époque. Donc plusieurs résistants Bassa de leur propre chef quittent les villages pour se cacher dans la brousse et organisent l'attaque de l'occupant. Depuis ces cachettes que l'on appelle les maquis, terme qui veut juste dire un lieu retiré et difficile d'accès. Mais l'occupant français va donner un terme au maquis, une connotation péjorative, en ajoutant que les gens s'y cachent car ils ont fait quelque chose de mauvais et sont recherchés. Du coup, un maquisard devient donc un terroriste, un assassin, un hors-la-loi. Voilà comment les combattants pour l'indépendance du Cameroun sont passés de la noble désignation de résistants au qualificatif méprisant et accusateur de maquisard. De 1958 à 1975, les résistants Bassa et Bamileke, mais surtout Bassa, exigeaient une indépendance immédiate et sans condition avec unification immédiate des deux parties du Cameroun et expulsion de l'occupant français. Les Français ont donc compris que le peuple Bassa ne pouvait jamais être leur allié. Et pour mieux maîtriser la situation et faire très bonne figure auprès des Nations Unies, ont très rapidement donné une fausse indépendance au Cameroun, mais plutôt à ceux qui ne l'avaient jamais demandé et que l'on plaça à la tête du pays comme
de très docile, Amadou Ahidjo, une sorte de meilleur élève. Le Cameroun fut donc ainsi la toute première colonie française à accéder à l'indépendance et servit en même temps de grand laboratoire français d'expérimentation de toutes les méthodes de répression. La France venait en effet de perdre la guerre d'Indochine, fut expulsée du Vietnam et envoya la plupart de ses anciens officiers Indochine au Cameroun. Ces derniers déversaient sur la population camerounaise et plus particulièrement le peuple bassa la haine et la colère récoltées en Indochine. Il fallait donc par tous les moyens faire taire toute résistance au Cameroun. L'UPC fut interdit et condamné à la clandestinité au lendemain de l'indépendance. Et pour mieux maîtriser la situation, la France fit sortir dans les territoires bassa les populations des villages dans les forêts et les installa toutes le long des routes. On appelle cela les regroupements. Les résistants refusaient naturellement de suivre les regroupements et désertent aussi les anciens villages pour aller dans les maquis. Moi, j'ai toujours posé une question. Et les gens refusent tout de me répondre. On dit que j'aime faire les polémiques. Les polémiques, c'est quand tu dis les vérités et tu poses les questions qu'on ne pose pas. 80% des villages dans la Sanaga maritime, ils ont été abandonnés. La France a encore appliqué ça où? Je vous rappelle en passant, Boumiébel, c'était un camp de regroupement. À Boumiébel, les populations n'habitaient pas là-bas. On a construit les barbelés, on a dirigé tout le monde là-bas. Je pose la question, la France a encore fait ça où? Où? Je continue. C'est donc comme cela que du côté d'Ndoknem, situé à droite de Sombengue, en allant de Pouma à Ngambé, il eut un certain résistant du nom de Yetna Leba, qui sévissait même jusqu'à Poutak. Yetna Leba Makiza, nous venons de comprendre que ce fut un indépendantiste, un résistant qui refusa la colonisation de la France. Yetna Leba, assassin, il faut se demander qui il assassinait et qui lui avait donné les armes. C'est donc pour refuser le colon que Yetna Leba prend le maquis et donc en toute logique, il ne va pas en vouloir aux populations bassa locales qui ne sont rien d'autre que ses frères et sœurs, cousins et cousines. Il en veut aux Blancs et à leurs partenaires. Les partenaires du colon sont soit les militaires camerounais, Toupouri et Beti, soit des Bassars traites que l'on appelait Konkou, Kokon. Depuis son maquis, Yetna Leba, qui n'y était pas seul, au départ, organisait les attaques des militaires. Il était un très grand guerrier et un fin stratège. Après chaque assaut, lui et ses complices récupéraient les armes et les munitions. Les militaires abattus
il s'est ainsi retrouvé à la tête d'une très grosse artillerie sans avoir un partenaire extérieur qui sponsorisait son combat et pouvait le ravitailler. Lieutenant Leba était aussi réputé initié dans des grandes loges traditionnelles Bassa et disposait des astuces qui lui conféraient une certaine invisibilité. On raconte qu'il avait 3 marmites disposées à 3 endroits différents que l'on pouvait voir Lieutenant Leba et l'identifier, mais qu'il restait capable de disparaître même au dernier moment. De temps en temps, on tuait l'un de ses partenaires. Lieutenant Leba changeait alors de maquis et montait un assaut sanguinaire et sans pitié contre les militaires. Avec son groupe, en brousse, il fallait qu'ils mangent, boivent, assouvissent leur appétit sexuel. C'est donc comme ça que Lieutenant Leba a dû enlever quelques femmes des villages pour s'occuper d'eux. Quand l'une de ces dernières devenait enceinte, Lieutenant Leba la relâchait deux fois en lui coupant une oreille ou un doigt pour lui donner une idée de ce qu'il attendait si jamais elle montrait sa cachette. Lieutenant Leba a donc fait beaucoup d'enfants avec énormément de femmes du coin par la force des choses. On avait tué tous ses acolytes. Il est resté seul. C'est là qu'il est devenu très redoutable. Très redoutable. D'autant plus qu'il gardait la capacité de disparaître à tout moment. Entre-temps, comme Lieutenant Leba faisait beaucoup de victimes dans l'armée régulière constituée de non-Bassa, on a créé un corps spécial composé presque exclusivement des Bassa et dont le rôle était de traquer les maquisards, car il n'y avait pas que Lieutenant Leba. Il y avait des résistants sur l'ensemble du territoire Bassa. Malheureusement, ces commandos n'étaient pas des militaires de profession. Il s'agissait des chômeurs que l'on récupérait dans les villes Bassa, des anciens prisonniers ou petits délinquants, pour certains que l'on envoyait sans entraînement, sans connaissance ni d'armes et ni du terrain pour traquer les maquisards. De ces commandos, Lieutenant Leba en a tué en masse et fait de nombreuses veuves et orphelins. La zone Ndoknem et les régions autour, jusqu'à Poutkak, étaient devenues presque désertes à cause de la résistance que Lieutenant Leba organisa de ce côté. Tout le monde habitait le long des rues et il fallait beaucoup de courage pour aller dans les champs ou à la chasse. On pouvait retrouver votre cadavre si après une rencontre avec Lieutenant Leba, vous refusiez de collaborer avec lui, ou c'est vous, ou si vous parliez mal de lui. On voit donc que sans voiture, l'impact de Lieutenant Leba ne pouvait se limiter qu'à une région.
on ne peut pas réellement, sachant que ce fut l'indépendantiste, un nationaliste qui opposa une résistance à l'occupant, dit que Yatna Leba semait la terreur, sinon qu'auprès des militaires de l'occupant. Yatna Leba ne s'attaquait réellement pas volontairement aux villageois. Il cherchait des femmes, car lui et ses hommes, comme tous les hommes, avaient besoin de femmes. Il cherchait aussi la nourriture pour manger avec ses hommes, car l'alimentation est une nécessité vitale. Deux fois, Yatna Leba arrêtait des villageois de retour des champs ou de la chasse et les relassait au bout de quelques jours sans leur faire le moindre mal, juste en prenant quelques précautions pour que l'on ne montre pas sa cachette. En 1973, avec la complicité de l'abbé Mbokle, qui était présenté comme un oncle de Yatna Leba, et de quelques villageois, une stratégie fut mise en place pour le tuer. Il fallait donc neutraliser la puissance qui permettrait à Yatna Leba d'être invisible. L'abbé Mbokle s'y serait exercé d'une manière ésotérique que je ne saurais décrire. Il fallait donc convaincre discrètement quelques personnes de la famille pour faire mourir Yatna Leba. Le père s'y attela et ne rallia les autres qu'après avoir brandi la menace du gouverneur de la province du littoral de raser la région Babimbi de la carte du Cameroun. Dès mars 1973, si Yatna Leba n'était pas livré, il fit conseiller à l'abbé Mbokle d'aller rencontrer une vieille sorcière de la famille qui s'y connaissait en invisibilité. La suite, le prêtre le fit avec la plus grande discrétion et la famille de Yatna Leba ne fut plus tenue au courant de rien. Un bataillon militaire avait à sa tête l'abbé Mbokle s'est mis un jour aux trousses de Yatna Leba après une longue traque consistant à le localiser des marmites, les trois marmites et à les neutraliser suivant un rite que l'abbé Mbokle dictait à un soldat Bassa. On repéra Yatna Leba en train de manger. Les militaires avaient les consignes de l'attraper vif. Ils rapprochèrent à pas feutrés, mais quand il vit le gabarit de Yatna Leba, il eut peur d'un combat face à face et ouvrit le feu. Sous les balles, Yatna Leba fit un bond et essaya de déclencher des tirs avec son arme. Les soldats tirèrent de nouveau et Yatna Leba tomba dans une mare de sang. Le soldat Bassa qui avait neutralisé ces trois marmites lui trancha alors la gorge. La course de Yatna Leba s'achèvera le 13 mars 1973 dans les forêts de Ndoknem en zone Babimbi. Il fut donc abattu par trois colonnes de véritables militaires que conduisait l'abbé Mbokle. Ainsi
décapité en promenant sa tête et son corps dans tout le département de la Sanaga-Maritime, sans tête, et son corps fut exposé au marché public EDEA sur les feuilles de bananier en face du dispensaire de Langue. Pendant 3 jours, l'école fut suspendue dans tous les établissements de la ville et on invitait les enseignants à amener leurs élèves voir la tête du maquisard et se rendre compte du traitement réservé à tous ceux qui s'opposaient à l'occupant. Quelques années auparavant, l'autre résistant, Makanda Maput, qui sévissait chez les Lok-Ega et autour de Ngambe, fut abattu avec plusieurs de ses compagnons. En fait, Makanda Maput fut un nom de guerre, car il s'agit plutôt de Mpuma Kilama Théodore. Yetna Leba était un lieutenant de Makanda Maput que l'on appelait vulgairement Makandefou. Il y avait dans la même bande Bapia Etienne alias Nkulundutu et André Singhi alias Sindutu seul. Yetna Leba avait refusé un nom de guerre. Tous étaient des combattants de l'armée nationale de libération du Cameroun, l'ANLK, vaincre ou mourir, telle était leur devise. Voilà l'histoire du grand résistant Yetna Leba, dont un frère nous a partagé et j'ai été content de lire ça avec beaucoup de joie parce que ce sont ces papas qui nous ont transmis cette résistance aux colons. De toutes les façons, nous allons résister. Il y a plusieurs moyens de résister. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Comme je vous pose toujours la question ici, savez-vous pourquoi on a toujours affecté les prêtres Bassar dans l'Union Ikele et la Sanaga maritime? Vous êtes en train d'avoir les réponses dans l'explication de Yetna Leba. Savez-vous aussi pourquoi l'abandon de la région d'Union Ikele et de la Sanaga maritime en termes d'enclavement? Vous avez les réponses dans ce post de notre frère. Parce que les Bassas avaient dit non aux colons. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez bien. Yetna Leba résistant. Il fut assassiné. Pas de tombe. Les autres résistants ont des tombes. Mais je me rappelle que la tombe de Roland Moumier était en Guinée-Conakry. Là-bas, étant en Guinée-Conakry, la France est allée encore exhumer le corps de Félix Roland Moumier. Ils sont partis avec le corps. Ces gens qui vous chantent la démocratie, il faut souvent vous méfier. Hein? Ça, c'est le discours. Ça, ce sont les discours. Mais les faits sur le terrain démontrent que ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des assassins. Mais je vais vous poser une question. Pourquoi partout dans le monde entier,
où se trouvent les Noirs, ils sont toujours au plus bas niveau de l'échelle dans ces territoires en termes de richesse. Est-ce que vous pouvez répondre? Pourquoi? Tu pars aux États-Unis, il y a les Noirs, ils sont au dernier niveau de l'échelle. La pauvreté, c'est eux. Tu pars en Amérique latine, s'il y a les Noirs, ils sont au dernier niveau de l'échelle. Tu viens au Canada, s'il y a les Noirs, ils sont au dernier niveau de l'échelle. Tu vas en France, s'il y a les Noirs, ils sont... Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Si vous ne vous êtes pas posé cette question, c'est pour ça que quand je vous parle d'un système conçu, la population sur la planète Terre qu'on manipule le plus, c'est la population occidentale. C'est une population que quand l'élite occidentale dit détester les Chinois, ils détestent les Chinois sans que les Chinois ne leur ont rien fait. Quand leur élite disent détester les Noirs, ils détestent les Noirs sans que les Noirs ne leur ont rien fait. Allez, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là, vous allez comprendre quelle est la psychologie de l'homme occidental. Il te déteste sans que tu ne lui aies rien fait. C'est le système qu'on nous a donné. C'est ça qui crée tout ces conséquences que vous voyez. C'est ce système. Il y a une chose que je voulais vous parler l'autre jour, c'est pas hier. Une nuit de carnaval, de lumière et de musique. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Il est avec nous depuis Bruxelles. Et avec moi pour cette interview, Christophe Beaubouvier de RFI. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marc. Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsables prises par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction? Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate de la trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, une grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris
vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Alors, on va revenir sur Takuba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez de mépris, vous parlez d'insultes. Alors, une question simple, enfin plusieurs questions simples. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris? Est-ce que vous songez, par exemple, à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako? Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et le peuple malien, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens, que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie, et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région. Alors ce vendredi, Monsieur le Ministre, c'était chez nos confrères de RTL, le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministres des Affaires étrangères du Mali et de la France? Les ponts sont coupés pour l'instant? Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Une vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York, on a eu un entretien franc et direct. Et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on les entend plus sur les médias parlant du Mali, et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle, cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non, le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Je crois que nous devons pouvoir sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts, elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad? Je ne pense absolument rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de 2 poids 2 mesures, et de la France et même de nos organisations africaines. Monsieur le ministre, concrètement, vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris. Est-ce que vous avez reçu une réponse?
Et si cette réponse n'est pas satisfaisante, est-ce que vous êtes prêt, donc, comme vous semblez l'indiquer, à dénoncer cet accord de défense avec la France? Absolument. Nous sommes absolument très clairs dessus. Nous avons demandé, dans un cadre diplomatique, nous avons soumis un protocole amendé avec l'ensemble de nos amendements, que vous me permettrez de ne pas détailler ici, parce que les dispositions de l'actuel traité en matière de défense, certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali. Nous avons décidé à les revoir. Nous attendons une réponse rapide de Paris. À défaut de réponse, assurez-vous que le Mali s'assumera par rapport à cela. Est-ce que donc le Mali songe à demander le départ des soldats français de son sol? Cette question n'est pas pour le moment sur la table. Mais elle le sera visiblement, puisque vu la situation et vu votre ton et les rapports avec Paris qui se tendent, c'est quand même une possibilité que vous disiez, en effet, ça ne marche pas depuis des années, les soldats français ne font pas le job, entre guillemets, il faut qu'ils partent. Ce qui est sûr, c'est que pour le Mali, si une présence à un moment donné est jugée contraire aux intérêts du Mali, nous n'hésiterons pas à nous assumer, mais nous n'en sommes pas là. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi, parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne voie le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions. Et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toute cette campagne de dénigrement contre les autorités maliennes. Nous ne sommes pas impressionnés par cela. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de la Russie parmi les partenaires du Mali. Or, il y a quelques jours, le général américain Stephen Townsend, qui commande AFRICOM, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes, le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges qui ont été menés à ce pays, absolument. Et pourtant, le commandant américain d'AFRICOM ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir le résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Depuis le 9 janvier, Monsieur le Ministre, votre pays est lourdement sanctionné par vos voisins de la CEDEAO.
Mais dans un communiqué, hier, la CEDEAO dit attendre de vous un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue des élections. Elle ajoute que les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre. Est-ce pour vous une petite ouverture? Cette politique de sanctions, il faut qu'on sorte de cela. Le Mali, ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute, c'est le dialogue, c'est la compréhension. Aujourd'hui, si les sanctions contre le Mali, qui sont des actions au-delà de la normale, étaient efficaces, il ne se serait pas passé ce qui est en train de se passer au Burkina. Monsieur le ministre, on comprend qu'il y a en effet un dialogue sur ce fameux chronogramme. Vous aviez proposé initialement 5 ans, puis 4 ans. Le président algérien, vous avez parlé de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, lui propose une transition qui dure 16 mois au maximum. Est-ce que pour vous, ça c'est une option viable, c'est un compromis possible, de façon très concrète? Nous restons ouverts pour pouvoir convenir de la période la plus appropriée et qui prenne en compte l'intérêt supérieur du Mali. Mais 16 mois, c'est possible. Qui prenne en compte les exigences. Je dis que toutes les options, nous sommes ouverts à examiner tout ça. Je ne peux pas, à votre micro, répondre à cette question. C'est l'objet des consultations qui sont en cours. Nous ne nous focalisons pas sur une durée de 16 mois, 2 ans ou 3 ans à ce stade, mais nous voulons qu'on regarde ensemble qu'est-ce qui est prévu, qui est important pour le Mali, qui est important pour le peuple malien, qui est sorti, qui a montré qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire juste des élections et tourner le dos. Si on est d'accord sur ça, nous sommes ouverts. Si le temps que le Mali propose est trop long, si les partenaires dans la discussion arrivent à nous convaincre d'une durée moindre, il faut qu'on regarde quel pas les partenaires doivent faire pour aider le Mali à pouvoir faire les choses dans une durée relativement plus courte que ce qui a été demandé. Vous dites, Monsieur le ministre, que le coup d'État au Burkina Faso prouve l'inefficacité des mesures CEDEAO contre votre pays. Est-ce à dire que quand vous avez appris ce coup d'État lundi dernier, vous avez applaudi, vous vous êtes senti moins seul? Nous n'avons pas applaudi. Vous savez, toute rupture de l'ordre constitutionnel n'est pas normale. Et c'est des situations qui rappellent aussi, qui d'abord créent de l'inquiétude et de l'incertitude par rapport à l'avenir de ces pays. Mais en même temps, il faut comprendre que les coups d'État eux-mêmes viennent souvent des problèmes de gouvernance qui n'ont pas été traités ou qui n'ont pas été bien traités. Dans le cas particulier du Burkina, comme dans celui du Mali, qui est aussi emblématique de la situation de l'ensemble du Sahel, le traitement des questions sécuritaires et les réponses qui ont été apportées sont aujourd'hui des questions qui préoccupent nos populations. Nos populations sont exaspérées par cette insécurité qui ne fait que grandir. Ils demandent des résultats au pouvoir politique, demandent des résultats aux militaires. Je ne suis pas fondé de donner une appréciation sur ce qui se passe au Burkina. Je fais confiance au génie du peuple burkinabé pour pouvoir apporter des réponses. Nous sommes un voisin, nous demeurons solidaires du combat du peuple burkinabé, mais notre préoccupation c'est de répondre aux besoins des Maliens. Nous restons ouverts à cheminer avec l'ensemble des peuples de la région et de l'ensemble des peuples africains qui partagent notre vision. Alors, est-ce que vous avez pris attache avec les militaires désormais au pouvoir à Ouagadougou? Est-ce que, par exemple, les colonels Goïta et Damiba se sont parlé? Personnellement, je n'ai pas d'informations à ce niveau, mais le Mali parle à tout le monde. Nous parlons à tous nos frères, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se trouvent, parce que nous partageons les mêmes frontières, nous avons des destins communs, et nous pensons que seulement c'est dans le dialogue et la concertation que nous pouvons trouver des solutions. Loin de nous toute idée de donner des leçons à qui que ce soit. Et d'un mot, Monsieur le ministre, il nous reste quelques secondes. Pensez-vous qu'après ce troisième coup d'État dans un pays de la CEDEAO, eh bien, cette CEDEAO, va devoir changer d'attitude à votre égard? Nous l'espérons, parce que c'est ce que nous essayons d'expliquer. Nos organisations, la CEDEAO ou l'Union africaine, ils doivent changer de logiciel de notre point de vue. Qu'on doit sortir un peu de ces manuels, de ces playbooks qui disent un peu quand il y a un coup d'État, bon, on sort, on condamne, on fait un sommet extraordinaire, on donne 5, 6, 7 mois. Les situations sont différentes, les problèmes sont différents. Et qu'on prenne le temps de regarder, qu'on regarde seulement qu'il n'y a pas que le coup d'État à gérer, il y a des changements anticonstitutionnels qui se passent dans nos pays où nos organisations restent les bras croisés. Elles ne font rien pour faire face à cela.
Et aujourd'hui, c'est ces mêmes traitements de la géométrie variable qui posent problème. Donc nous devons évaluer l'ensemble de nos dispositifs de réponse à ces changements anticonstitutionnels, coup d'État militaire ou coup d'État civil, pour pouvoir apporter des solutions. Soyons à l'écoute des populations. Dans le cas du Mali, nous avons vu les populations qui sont sorties massivement pour rejeter cette politique de la CEDEAO. Nous avons vu aussi dans l'ensemble des capitales, beaucoup de pays africains, la jeunesse est sortie pour dire ce qu'elle veut. Prenons le temps nécessaire d'écouter nos jeunes, prenons le temps d'écouter les préoccupations de nos populations et de trouver entre Africains les moyens nécessaires. Et nous dénonçons encore une fois aujourd'hui l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres desseins inavoués, qu'on laisse les Africains eux-mêmes trouver les moyens, des solutions africaines à nos problèmes. Et nos partenaires sont toujours les bienvenus. Mais je crois que leur contribution n'aille pas au-delà, parce qu'ils ne sont pas membres de ces organisations. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous de nous avoir suivis sur nos deux médias, France 24 et Radio France Internationale. Dans le programme de la nouvelle vision d'après Covid, les dirigeants de la planète ont décidé que les États doivent disparaître. On doit avoir environ 10 pays dans le monde et les autres pays seront gérés par une organisation supranationale. Je m'explique. Des pays qui vont rester des pays souverains. On aura des États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, Israël, l'Angleterre, la France, le Japon, il y a un autre pays là, le Canada et l'Australie. Les 11 pays là vont garder leur souveraineté en tant que pays. Tout le reste des pays que je n'ai pas cités là vont être gérés par une organisation supranationale au sein de la région. Par exemple, en Afrique centrale, on aura l'ACEMA qui va gérer. Les présidents de l'ACEMA vont être les postes honorifiques sans pouvoir, comme on a fait là à l'Union européenne. Les présidents de l'Union européenne n'ont plus de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, c'est le commissaire de Bruxelles. Ils ne sont pas élus. Ils sont nommés. Macron n'a plus de pouvoir. Aucun gouvernement en Europe n'a le pouvoir. Le pouvoir vient des commissaires européens. Maintenant, dans la zone de la CEDEAO, Afrique de l'Ouest, l'organisation qu'on appelle la CEDEAO va avoir le pouvoir. Et ils vont imposer au gouvernement ce qu'ils doivent faire. L'Afrique de l'Est, il y aura la SADC qui va gérer toute l'Afrique de l'Est. L'Amérique, l'Asie du Sud-Est, il y a l'ASEAN qui va coiffer tous les pays de l'Asie du Sud-Est. Maintenant, vous avez l'Europe de l'Est. Tous ces pays-là, ils ont une organisation qu'on appelle, c'est quoi, qui sert souvent là à Astana, quoi, c'est le Kazakhstan. C'est là-bas où il y a l'organisation qui va gérer tous les pays de l'Europe de l'Est, là, Afghanistan, tout ça, Maintenant, les pays du Golfe, eux vont avoir à la tête des pays arabes là, vont avoir à la... oui, l'Amérique latine, c'est le Mercosur, oui, c'est ça. Merci Dieu donné donc. Maintenant, les pays arabes, ils ont ce qu'on appelle la Ligue arabe. Voilà comment
gens ont décidé. C'est pour ça donc que tout ce que vous voyez au Mali, les naïfs pensent que ça va s'arrêter au Mali. Hein. Si le Mali ne résiste pas et que les voisins du Mali, le Tchad, le Cameroun, les autres pays là restent des bras croisés, quand ils vont réussir à démanteler le Mali, ils vont continuer. C'était pas la Libye. Après la Libye, c'était l'objectif Mali. Après Mali, ils vont finir avec le Mali, ils vont descendre au Tchad. Quand ils vont finir avec le Tchad, ils vont descendre au Cameroun. Quand ils vont finir avec le Cameroun, ils vont descendre au Nigeria. C'est comme ça qu'ils ont fait pour coloniser. Ils venaient dans un territoire, ils trouvaient les Bassa, là-bas à Manouka, à Mariambé, là-bas à Mouanko. Ils ont trouvé là-bas les chefs Bakoko. Ils ont commencé à massacrer les chefs Bakoko. Ils ont soumis les chefs Bakoko. Les autres qui étaient de ce côté, les Bassa, et les autres ont dit non, ça ne nous regarde pas. Ils ont fini avec les Bakoko, ils sont tombés sur les Bassa. Ils ont fini avec les Bassa, ainsi de suite, 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 ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils sont arrivés là-bas chez nous. Ils ont commencé à massacrer parce qu'ils sont arrivés en passant par Bougnabel. C'est par là-bas où ils sont entrés. Ils ont soumis les peuples là-bas en entrant. Là, ils ont eu beaucoup de retours, c'est Andiki. Avec le roi Nitombi, celui qu'on avait baptisé qu'il est indomptable. Il les a traités terriblement. Comme d'habitude, c'est toujours une femme qui trahit. Comme on avait trahi Yedna Leba, c'est toujours une femme. C'est la femme qui avait trahi le résistant Nitombi, le chef Banen. Donc, voilà ce qui nous attend. Et vous savez, ces gens ont une force, c'est quoi? C'est que ils peuvent garder un projet. Lorsqu'il y a trop d'adversité, ils gardent d'abord le projet. Ils vous font semblant d'oublier le projet. Vous pensez que le projet a été oublié. Or, on va peaufiner une nouvelle méthode de vous le faire passer soit par la fenêtre, se rendant compte que le moyen d'utiliser la force n'a pas réussi, vous changez de stratégie. Il y aura toujours un Africain qui va dire, moi je veux être président. Toujours. Il y aura toujours un Africain qui va dire, moi je veux être président. On va lui dire, bon, si tu veux être président, voici les conditions. Zigouille tous tes frères. Il va dire, mais c'est pas un problème ça. Il va commencer à nous zigouiller un à un. Vous savez bien que c'est ce qu'Aïdjo avait fait. Quand Bida avait refusé, Aïdjo a dit que moi je peux. C'est comme ça. Maintenant, je vous mets un Sénégalais qui parle. Je veux que vous l'écoutiez avant qu'on ne se sépare. L'Afrique a une dette cumulée de 800 milliards d'euros et une population 70% jeune qui a à peu près moins de 35 ans. La France, à elle toute seule, elle a presque 2600 et quelques milliards d'euros de dette. Sa population, la population française, elle fait, je crois, 66 millions d'habitants. Elle fait presque 5 fois cette population. La population française, elle est vieillissante. La population africaine, elle est jeune. Vous ne pouvez pas comparer le sous-sol africain au sous-sol français. Alors, vous pensez que qui a besoin de qui? Celui qui a plus de 2500 milliards d'euros de dette. Vous pensez qu'il peut aider celui qui a 800 milliards d'euros de dette? Vous pensez que celui qui a un peuple qui en majorité a plus de 60 ans
peut aider celui qui a un peuple qui a en majorité à moins de 40 ans? Vous pensez que vous pouvez aujourd'hui aider un continent qui a un sous-sol aussi riche que ce que nous avons actuellement? L'Afrique a une dette cumulée de 800 milliards d'euros et une population à 70% jeune qui a à peu près moins de 35 ans. La France, à elle toute seule, elle a presque 2600 et quelques milliards d'euros de dette. Sa population, la population française, elle fait, je crois, 66 millions d'habitants. Elle fait presque 5 fois cette population. La population française, elle est vieillissante. La population africaine, elle est jeune. Vous ne pouvez pas comparer le sous-sol africain au sous-sol français. Alors, vous pensez que qui a besoin de qui? Celui qui a plus de 2500 milliards d'euros de dette. Vous pensez qu'il peut aider celui qui a 800 milliards d'euros de dette? Vous pensez que celui qui a un peuple qui en majorité a plus de 60 ans peut aider celui qui a un peuple qui en majorité a moins de 40 ans? Vous pensez que vous pouvez aujourd'hui aider un continent qui a un sous-sol aussi riche que ce que nous avons actuellement? Regardez le sous-sol sénégalais, regardez le sous-sol malien, regardez toute cette zone jusqu'au Niger, regardez ce qu'il y a comme richesse. La France se moque de qui? Respectons-nous. Et moi, je vais être clair, je ne suis pas anti-français. Je milite pour un partenariat et non un deal, parce que je ne suis pas un dealer. Et aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités. Il est temps qu'on reparle et qu'on rediscute du franc CFA. Parce que si le franc CFA doit continuer à exister dans ces conditions, ce n'est pas la peine. Cette monnaie aujourd'hui, elle ne peut pas garantir à la limite l'économie française et qu'en contrepartie maintenant, on soit présenté nous comme le mendiant. Les droits de tirage spéciaux que le président Macky Sall cherche aujourd'hui, soi-disant à obtenir, je ne dirais pas que de la France, parce que j'ai déjà dit, ils sont tous à Paris, tous. Mais vous pensez que les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, vous pensez qu'ils sont à Paris pour la France? Ou bien pour l'Italie? Ils sont à Paris pour nous. Alors pourquoi nous, on doit continuer à emprunter de l'argent et en mettant sur la table nos ressources premières? Au nom de quoi? C'est la raison pour laquelle je pense aujourd'hui qu'on aurait organisé un sommet entre la Chine et l'Afrique. J'aurais peut-être pensé que là, il y aura peut-être un potentiel de partenariat. Parce que, certes, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, mais on sent au moins la Chine apporter une plus-value dans le développement de l'Afrique. Mais quant à la France, il faut qu'on se dise des vérités. Et il faut qu'on apprenne à se respecter. Cette relation entre l'Afrique et la France, elle doit évoluer vers un partenariat gagnant-gagnant. Il peut ne pas être équitable, non, mais ce n'est pas le cas. Je vous donne un simple exemple. On prend l'autoroute à péage FH. Pourquoi les gosses l'ont cassé? Et pourtant, quand vous allez vers Touba, ce n'est plus FH, il y a Touba. Quand vous allez vers Sali, à partir de Toglou, ce n'est plus FH. Mais pourquoi les gosses l'ont cassé que FH? Comment vous pouvez prendre une autoroute qui a coûté plus de 360 milliards, sur lesquels les 330 milliards ont été apportés par l'État du Sénégal, donc par le contribuable sénégalais, sur fonds propres, à travers des prêts, et j'en passe. Et on arrive à un montage financier où FH, qui n'a même pas apporté 15% du projet, se retrouve à exploiter pendant 30 ans à 100% l'autoroute à péage. On se moque de qui? Vous pensez qu'on a besoin de faire Harvard ou Stanford pour comprendre ce qui se passe? Apparemment, vous n'avez pas lu le communiqué de Bello Bokayakari ou de l'APR qui a salué le titre du président Macky Sall à ce sommet-là. Il a été d'ailleurs le seul, à part le président de l'Union africaine, à prendre la parole. Vous parlez de qui ça? Le président Macky Sall. Oui, il a été félicité par qui? Par l'APR qui salue son leadership au niveau africain pour avoir été le seul président, à part le président de l'Union africaine, à prendre la parole devant Macron, à être d'ailleurs le porteur de ce projet-là sur l'annulation de la dette en Afrique. Mais peut-être parce qu'il espérait un dessert, je ne sais pas, peut-être qu'il espérait un dessert. Comme il disait que les Français nous aimaient bien parce qu'ils ont des desserts, j'espère qu'on donnera un dessert. Adhérez-vous à ce combat pour l'annulation de la dette des pays africains? Vous pensez franchement que les Africains ont une dette envers l'Europe? Vous le croyez? Ah ben oui. Bon, si vous le dites, je vous le concède. Mais je peux vous garantir que de l'esclavage à nos jours, en passant par la colonisation, je pense que c'est l'Europe qui nous doit une dette. Et quand j'entends aujourd'hui parler d'immigration clandestine, j'ai très mal. C'est cette même Europe qui rentre dans nos eaux et de façon clandestine qui nous prend notre poisson et qui conduit à la mort de milliers de jeunes Sénégalais. Et ça a été voté au Parlement européen par des députés comme Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que l'Afrique est endettée? Elle doit de l'argent à qui? L'Afrique a été pillée. L'Afrique a été humiliée.
a besoin aujourd'hui de se réveiller. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'être anti-européen, anti-français. Non, il s'agit de dire la vérité, où elle doit être dite. Les Français ont le droit de penser qu'ils peuvent exploiter nos économies. Nous avons la responsabilité, nous, d'avoir des leaders qui doivent dire non et construire des partenariats avec des puissances qui veulent travailler avec nous. On va continuer à s'apitoyer sur notre sort. Mais on a été victime d'esclavage, de machines, de ceci ou de cela. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'Afrique prenne son destin en main? Mais c'est la raison pour laquelle je dis que ce qui se passe en Paris, c'est une farce. Pourquoi les Africains, avant d'aller à Paris, ne peuvent pas se concerter? Mais parce que d'abord, les 3/4 des dirigeants africains qui sont à Paris sont mal élus. Pourquoi aujourd'hui on ne conteste pas un partenariat avec la Chine, avec les États-Unis? Mais parce qu'on ne sent pas cette oppression venant d'eux sur nous. Et la Chine qui n'est pas un modèle de démocratie aussi. Oui, mais je vais vous dire une petite chose aujourd'hui, Pierre. Vous pensez franchement que la démocratie, elle est adaptée à tous les peuples? Vous le croyez-vous? Vous pensez que la démocratie est adaptée à nous? Je vous donne un exemple. Dans une démocratie, les homosexuels ont les droits. Je suis un démocrate. Je ne suis pas d'accord pour l'homosexualité au Sénégal. Parce qu'on doit respecter nos valeurs et notre culture. Aujourd'hui, moi, je suis parti en Chine. J'ai vécu une bonne partie de ma vie aux États-Unis. J'ai découvert que la Chine était plus développée que les États-Unis. Parce que peut-être la Chine, c'est le communisme qui marche pour elle. Vous pensez que Kadhafi, quand il était au pouvoir, moi, j'ai beaucoup voyagé à Kadhafi. Non, je n'ai jamais rencontré dans ma vie de Libyen. Jamais. Même pas étudiant. Mais parce que sous Kadhafi, il y avait des conditions qui permettaient aux Libyens de vivre dans leur pays. Ce n'était peut-être pas une démocratie, mais ils étaient à l'aise dans ce qu'ils étaient. Une fois de plus, c'est ça un comptoir colonial. Le comptoir colonial, je m'endette, je construis un barrage. Lorsqu'il faut exploiter le barrage, c'est une entreprise française qui vient exploiter le barrage pour me vendre l'électricité. Pour faire le bénéfice, c'est l'entreprise française. Pour faire les dépenses, c'est l'État du Cameroun. Exemple, Bolloré prend Camrail. Pour exploiter, Bolloré exploite et gagne les bénéfices. Lorsqu'il y a un problème d'achat de wagons, de locomotives, il faut que Bolloré prenne la garantie de l'État du Cameroun, va sur les marchés financiers, acheter les locomotives et les voitures pour Camrail. Donc Bolloré ne s'endette pas, mais utilise la garantie de l'État du Cameroun pour aller embêter l'État du Cameroun sur les marchés financiers. On lui donne les locomotives et les wagons. Voilà la néocolonie. Bonne soirée à vous tous. On se prend demain 10h. Vous avez certains Africains qui sont contents pour ça, hein. Mais oui, non. C'est ce qu'on fait ici avec Bombardier. Quand Bombardier dit, je veux licencier 1500 personnes. Je veux licencier 1500 personnes. Le gouvernement québécois vient, donne l'argent. Le gouvernement fédéral vient, donne l'argent. Là, on licencie 1500 personnes. Après 2 semaines plus tard, on recrute encore 1500 personnes. Ouais, demain, il y a match. On va d'abord voir le match. Il n'y aura pas de direct. J'allais oublier. Demain, il y a match. On va d'abord voir le combat que les Lions vont mener demain. Bon, bonne soirée à tout le monde.